Et nous sommes ravis de vous accueillir, docteur Fabien Farge. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, que vous n'êtes pas un médecin comme les autres. On vous surnomme le MacGyver de la médecine d'urgence, car aujourd'hui, vous allez nous aider à surmonter une situation qui peut nous arriver si jamais on se casse le poignet et qu'on se retrouve tout seul, sans assistance. Exact. Alors, pas tout seul, parce qu'en fait, dans le principe, il faut quand même que je sois accompagné d'un magnifique magazine, en l'occurrence de surf, mais également d'un non moins magnifique rouleau d'adhésif. Alors, c'est pas du tout anecdotique, puisqu'il faut savoir que toutes les minutes, en France, il y a quelqu'un qui se fait un traumatisme de l'avant-bras. Et quand on se retrouve sur un chemin de randonnée au milieu de nulle part ou à 50 minutes des urgences, c'est tout de suite très compliqué. Très compliqué parce que la première chose que les gens veulent gérer, c'est la douleur. La douleur qui est liée à la fracture. Et puis après la fracture, mais il y a les deux mouvements des deux segments osseux l'un contre l'autre et c'est très douloureux. D'où l'idée d'immobiliser dans un premier temps la fracture pour réduire la douleur. Exactement. Alors, pour ce faire, il n'y a pas besoin d'attendre l'arrivée des secours. On peut tout à fait se débrouiller tout seul avec ce qu'on a sous la main. Et en l'occurrence, donc, un magazine, voilà, que voici. Clémentine, je peux... Voilà. Je vous prête mon poignet. Je vous le rends, vous êtes formidable. Voilà, on le met, on fait juste une gouttière, je le tiens, tout simplement. Voilà, si vous pouvez m'aider. Alors, il faut qu'il soit suffisamment épais, d'accord, c'est important. Alors, c'est pas parce que c'est un magazine de surf que ça marchera moins bien qu'un magazine médical. On est tous d'accord. Voilà, et ensuite, on va empaqueter tout ça, voilà, du bon côté. L'idée, c'est de serrer suffisamment fort pour pouvoir assurer le maintien, mais sans créer de douleur, d'accord. Et on entoure comme un paquet cadeau, voilà. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas de scotch, on peut se débrouiller autrement. On peut faire avec un t-shirt qu'on va sacrifier, les manches d'un pull, ou bien, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, avec les lacets de ses chaussures. Et ça marche également aussi très bien. Vous êtes comment, la Clémentine? Est-ce que vous êtes bien Oui, et c'est parfaitement bien immobilisé. Ouais, c'est plutôt pas mal, effectivement, c'est plutôt efficace. Mais voilà. Et on a fini. Comment vous avez eu cette idée quand même de vous dire je vais prendre un morceau de ma magazine et je vais enrouler Alors, le bras. C'est une anecdote qui est arrivée il y a un petit moment. Je rentrais d'une expédition en Amazonie, et une expédition longue, et en montant les marches de la passerelle, en fait, la passagère qui était devant a trébuché, est tombée avec les bras en avant, la pauvre, et elle s'est relevée avec ce qu'on appelle l'attitude typique du traumatisé du membre supérieur, c'est-à-dire comme ça. Donc, je suis allé la voir une fois qu'elle était dans l'avion, et là, en fait, au niveau du poignet, elle avait une déformation qu'on appelle en poireau, ou encore qu'on appelle aussi en dos de fourchette, qui est caractéristique d'un type de fracture du poignet qui s'appelle la fracture de Pouteau-Colles. Voilà, alors c'est très Pouteau-Colles, exactement. Ouais. Et c'est très douloureux. Alors le problème pour elle, c'est qu'il fallait qu'elle prenne l'avion et qu'elle avait 12 heures de vol. C'est très long, il fallait immobiliser sa fracture. Donc, dans l'avion, il n'y a pas grand-chose. J'ai regardé autour, et dans la pochette du siège qui faisait face, il y avait un magazine. Et donc, un rouleau de scotch plus tard, voilà, c'était fait. Alors, pour la petite histoire, c'est important, parce qu'elle a quand même passé un bon vol, on va dire. Voilà. En arrivant, il s'est avéré qu'elle s'était fracturé les deux poignets, la pauvre. Ouais. Et elle s'est fait opérer du poignet droit à son arrivée en France. Grâce à elle, elle a passé un meilleur vol grâce à vous. Est-ce que vous avez d'autres situations comme ça où on pourrait, d'autres systèmes D pour les situations d'urgence? Alors, j'en ai une foultitude, il y en a plusieurs. J'en référence environ une soixantaine de situations d'urgence pour lesquelles on peut utiliser les moyens du quotidien pour gérer les premiers temps. Alors, pour vous faire comprendre un peu le concept, je vais vous proposer un petit quiz. Voilà, vous pourriez peut-être libérer nos camarades blessés avant ça. Voilà, exactement. On va sortir. Ah, vous coincez Clémentine? Non, ça vous va bien, moi, je trouve. Rien m'a dit. C'est classique. Donc, je vous propose un petit quiz. Alors, 4 propositions. Je peux pour vous apprendre à réduire une luxation du coude avec un seau d'eau. Petit B, retirer un corps étranger dans l'oreille grâce à un stylo-bille et un fil de pêche. Petit C, ralentir les effets d'une crise d'asthme grâce à une voiture. Et petit D, faire une transplantation cardiaque grâce à un couteau à huître et un taille-crayon, bien évidemment désinfecté. T'as écrit désinfecté. Une seule de ces propositions est fausse. Évidemment, c'est la proposition. D, moi, je dis. Il y en a qu'une qui est fausse. Une fois qu'il y en avait une seule qui était vraie. Non, extraordinaire. Oui, la transplantation, mais ça en dit long sur tout ce que vous pouvez faire. Moi, je veux voir tout le reste. On a envie de voir tout le reste, donc on le fera dans une autre chronique avec grand plaisir. Mais comment ça vous est venu l'idée de faire tout ça? Parce qu'on n'apprend pas ça
en études de médecine, en fait. Oui, tout à fait. Alors, j'ai un parcours très particulier qui me conduit maintenant à être médecin urgentiste spécialisé en milieu isolé. Alors, pour la petite histoire, je totalise 12 000 km de pérégrination et d'exploration sur les rayons sud-américains. J'ai travaillé sur des plateformes pétrolières au large de l'Angola pendant plusieurs années, travaillé pour les terres australes et antarctiques françaises, et dernièrement pour l'Institut polaire français et italien, pour des missions très longues. Toutes ces missions sont intéressantes parce qu'elles ont un point en commun, c'est qu'à un moment ou à un autre, quand vous êtes tout seul, au milieu de nulle part, vous avez toujours besoin du système D. Et donc, au fur et à mesure de nos expériences, j'ai noté ça dans mon petit carnet et j'apprends ça maintenant aux personnes avec qui je système D. Mais vous avez fait un livre ou un catalogue pour répertorier quand je serai grand, c'est pas Mais vous reviendrez nous faire les 59 autres astuces absolument passionnantes. Je voudrais bien soigner avec un seau d'eau, là, j'ai pas compris. Ne vous inquiétez pas, Clémentine, il reviendra. Merci beaucoup, docteur Fabien Farge. Et justement, on retrouve Clémentine, on parle du chocolat. Car ce sont les reines de France qui ont popularisé cette friandise, le chocolat. Mais quand il est arrivé sous nos latitudes au XVIe siècle, il suscite d'abord la méfiance. Vous savez, il a suscité la méfiance comme on se méfie toujours de ce qu'on ne connaît pas. On s'est méfié du tabac, on s'est méfié des tomates, on s'est méfié plus tard des patates. Mais on a commencé par les considérer comme un médicament. Donc, passé ce moment-là, effectivement, on découvre que ça fait du bien. Et le premier à avoir consommé du chocolat en France, c'était le frère aîné du cardinal de Richelieu, il s'appelait le cardinal de Lyon, et un religieux espagnol lui dit « Écoutez, prenez ça, ça va vous faire du bien ». Donc il en consomme, et il a écrit ses impressions. Il a dit « J'en consomme régulièrement pour soulager les vapeurs de ma rate et lutter contre ma mauvaise humeur et ma colère ». Ça veut dire qu'à l'époque, on avait déjà identifié que le chocolat pourrait aider et serait bon notamment pour le moral. À tel point d'ailleurs que le chocolatier de Marie-Antoinette, il s'appelait De Beauve, avait concocté une recette de chocolat qu'il avait baptisée le chocolat des affligés. Et on était censé en consommer effectivement pour se remonter le moral. Mais le fait est que si d'emblée on l'a considéré comme un médicament, c'est aussi parce qu'on ne savait pas le consommer. On a commencé par le consommer comme le faisaient les Mexicains. Et eux buvaient le chocolat brut, pur, en bouillie, sans aucun sucre. Donc ce sont les Espagnols qui ont l'intuition de l'additionner de vanille, de cannelle, pourquoi pas de poivre. Ce seront surtout les Espagnols qui vont commencer aux Canaries à cultiver la canne à sucre. Alors là, on rajoute du sucre au breuvage et alors on comprend que ça, qu'est-ce que c'est bon. Et c'est là que le chocolat devient donc une douceur très prisée de la royauté française. Dont l'addiction va se répandre extrêmement rapidement. Mais alors, on doit le chocolat en France à nos reines espagnoles, comme leur nom ne l'indique pas, puisque c'est à Marie-Thérèse d'Autriche, l'épouse de Louis XIV, et à sa maman Anne d'Autriche. Elles sont arrivées, le mariage de Louis XIV, c'est à Saint-Jean-de-Luz, on passe par Bayonne. Pourquoi Bayonne est encore aujourd'hui la grande ville du chocolat? C'est lié à j'allais dire, son importation d'origine espagnole. Oui, Marie-Thérèse d'Autriche, la femme de Louis XIV, adore ça, et vous le disiez tout à l'heure, Jimmy, elle aime tellement ça qu'elle s'en gâte complètement les dents. Madame de Sévigné aussi comprend que le chocolat a quelque chose d'absolument voluptueux. Dans sa correspondance avec sa fille, Madame de Grignan, elle lui dit « Mais écoutez, allez-y, prenez-en ». Sa fille est un peu souffroteuse, alors pour se requinquer, elle lui conseille le chocolat. Mais elle constate aussi, comme on le sait très bien nous-mêmes, hélas, que le chocolat, on a un sentiment contradictoire et paradoxal. À la fois, on adore ça, on est accro, et puis on voit bien que c'est aussi un petit peu touchy. Donc elle l'écrit, Madame de Sévigné, on le maudit, on l'accuse de tous les maux. Il est la source de vapeurs et de palpitations. Il vous flatte pour un temps, puis il vous allume tout d'un coup d'une fièvre continue qui vous conduit à la mort. C'est quand même un peu excessif. On est d'ailleurs dans l'excès tout du long, parce qu'une autre contemporaine de Louis XIV est Madame de Sévigné, Ninon de l'Enclos, une des femmes les plus belles de l'époque, une courtisane très adorée des messieurs. Eh bien, elle est convaincue que c'est à l'usage du chocolat qu'elle doit la conservation, la préservation de sa beauté. Vrai ou faux, je l'ignore. En tout cas, une chose est sûre, c'est chez elle que Voltaire a consommé du chocolat pour la première fois. Ça ne s'oublie pas. Je ne savais pas ça. Et petit à petit, les hommes se mettent également au chocolat. Oui, s'y mettent, mais alors ils préfèrent le consommer sous forme de pastilles. Alors ils ont des petites bonbonnières sur eux avec des pastilles additionnées de musc, parce que c'est censé échauffer les sangs. Et le régent qu'on voit ici, qui était un homme extrêmement gourmand et voluptueux, lui recevait pour le chocolat. Et il n'y avait rien de plus chic à l'époque que d'être reçu chez le régent
chocolat de son Altesse royale. Donc voyez-vous, on vous invite à des apéros. À l'époque, ce qui est très smart, c'est vraiment d'être admis en chocolat. Et d'autant qu'on lui attribue des pouvoirs aphrodisiaques à ce Oui, chocolat. bien sûr. Alors ça, c'est surtout les maîtresses de Louis XV qui en étaient convaincues. Donc Madame de Pompadour, que vous voyez ici, et Madame du Barry. Et elles consommaient leur chocolat additionné de musc, d'ambre, de vanille. Et celle qui va le consommer de façon un peu étrange, c'est Marie-Antoinette, qui cherchait à s'échauffer les sens. Et les sens, parce que vous savez qu'elle a mis quand même 8 ans avant d'arriver à être enceinte. Donc elle culpabilisait. Alors elle prend son chocolat additionné de Salep. Le Salep, c'est un tubercule, de la famille de l'orchidée. Donc on réduit le tubercule en poudre et là c'est censé vous rendre tout à fait sensuel, caliente. Et le Salep d'ailleurs ça vient d'une expression arabe qui désigne les testicules de renard. Parce que sans doute le savez-vous, mais le mot orchidée, en fait orchidée vient du mot grec orchis et orchis ça décrit le testicule. Alors elle buvait ça, Marie-Antoinette, en croyant qu'elle serait peut-être un peu plus fougueuse au lit. Donc voyez le chocolat, chocolat, quand ça même, doit être... pas mal d'idées reçues et de choses parfois vraies, mais ce qu'on sait qu'en réalité, c'est que consommer en excès, eh bien oui, ça fait grossir parce que c'est un aliment qui est gras et très sucré. Alors, en fonction du chocolat. oui, voyez, il y a des tas de choses paradoxales sur le chocolat. Alors, est-ce que c'est trop grossissant? C'est en tout cas certainement très réconfortant. Est-ce que c'est aphrodisiaque? Question. Moi, je préfère m'en tenir aux considérations d'une éditorialiste de la mode, Alix Giraudolin, qui a ses heures et philosophe. Et voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, voilà, si Dieu était une femme, le monde fonctionnerait tellement mieux. Il y aurait moins de calories dans le chocolat et beaucoup plus dans les endives. Mais oui. On n'aura pas mieux pour conclure cette histoire. Merci beaucoup Clémentine et vive le chocolat.